Bonjour et bienvenue. On a tous connu ce sentiment, je pense, à un moment ou à un autre. Mm. D'être un peu paumé, quoi. D'avancer sur une route et de se dire, attends, est-ce que c'est vraiment la mienne, celle-là? Oui, on coche les cases, on suit le plan. C'est ça. Mais à l'intérieur, il y a un truc qui sonne faux. Alors, la vraie question, c'est, on fait quoi quand on sent que les fondations sont plus bonnes, qu'il faut tout reconstruire? C'est une question immense. Pour y voir plus clair, aujourd'hui, on va plonger dans un document assez fascinant. C'est un résumé très détaillé d'un livre qui s'appelle Rebuild Yourself. Aribina Zatouk en arabe. Exactement, de Malcolm Justus. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste un énième livre de développement personnel. Non. C'est vraiment présenté comme un chantier, un plan d'architecte pour se réaligner de l'intérieur. Oui, c'est exactement ça. Et notre objectif, c'est d'extraire la charpente de ce guide. Sa philosophie, bien sûr, mais aussi ses outils, ses étapes concrètes. D'accord. Parce que l'idée forte, et c'est ça qui est important, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre, pas une version parfaite, améliorée de soi. C'est plutôt un travail d'archéologue, tu vois. J'aime bien l'image. On enlève la poussière, les débris qui se sont accumulés pendant des années pour redécouvrir ce qu'il y a en dessous. La mission, c'est de comprendre comment on passe de cette redécouverte à la construction, brique par brique, d'une vie qui nous ressemble vraiment. Alors ce chantier, par où on commence? Le livre, il attaque fort avec une idée qui va parler à beaucoup de monde, je pense. La perte du feu sacré. Ah oui, Cette passion, cette flamme qu'on avait et qui, un jour, on ne sait pas trop comment, c'est plus qu'une braise. Et pour la retrouver, l'auteur propose un voyage assez inattendu. Un retour en enfance. c'est intéressant ça. Oui, se souvenir des moments où on était tellement absorbé, tu sais, par un jeu, un dessin, une exploration, qu'on oubliait le temps. Il dit que c'est pas de la nostalgie, c'est le carburant, c'est notre énergie essentielle. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Ce feu intérieur, le livre explique qu'il est constamment menacé par les attentes des autres. Le fameux bruit extérieur. Exactement. La famille, la société, et aujourd'hui de manière quasi constante, la pression des réseaux sociaux qui nous montrent des vies parfaites qui n'existent pas. Bien sûr. Du coup, la toute première étape, c'est de se couper de ce bruit, pour enfin entendre sa propre musique. Et ça commence par une question, presque vertigineuse. Laquelle? Sans mes étiquettes, sans mes rôles de parent, d'employé, d'amis, qui suis-je, au fond? Oula. C'est une grosse question. Mais concrètement, comment on fait pour s'isoler? On vit dans un monde hyper connecté. C'est quasi impossible de s'en extraire. Le livre donne des pistes un peu réalistes. Oui, et elles sont plus simples qu'on croit. Il y a par exemple l'exercice du journal d'enfance, où tu notes sans filtre tout ce qui t'animait pour y retrouver des indices. D'accord. Mais la technique la plus fondamentale, c'est de s'accorder des moments de silence total. C'est-à-dire? Pas de musique, pas de podcast, pas de téléphone. Juste soi avec soi. Et ce silence, il faut pas le voir comme un vide angoissant, plutôt comme une pièce qu'on aère. Hmm, Ouvre les fenêtres pour que les réponses, qui sont déjà là, tapis dans un coin, osent enfin se montrer. En fait, c'est une compétence à réapprendre. Écouter ce qui se passe quand le monde se tait. D'accord. Donc, on commence par écouter. Et j'imagine qu'une fois qu'on a tendu l'oreille, on n'entend pas que des choses agréables. On prend conscience de tout ce qui cloche. Forcément. Et ça m'amène à la deuxième grande idée du livre, que je trouve très très parlante. Le grand nettoyage. Ah, l'analogie de la maison. Voilà. Reconstruire sa vie, c'est comme rénover une vieille maison. Avant même de penser à la peinture ou aux meubles, il faut démolir, sortir les gravats. C'est une image très puissante. Et ces gravats, qu'est-ce que c'est? Ce sont nos pensées négatives qui tournent en boucle, ces relations qui nous pompent notre énergie. Les relations toxiques. Oui, oui. Ces vieilles habitudes qui nous tirent vers le bas. Mais le livre insiste sur un type de débris particulièrement lourd, le poids du ressentiment, de la colère. Ce sont des fardeaux invisibles qui pèsent des tonnes. C'est là qu'intervient le concept de pardon, j'imagine. Mais c'est une idée souvent mal comprise. On a l'impression que pardonner, c'est presque faire un cadeau à l'autre. C'est dire c'était pas si grave. C'est ça. Comment le livre retourne complètement cette perspective? Il la retourne en déplaçant le bénéficiaire. Le résumé contient une phrase qui change tout. Vous pardonnez non pas parce qu'il le mérite, mais parce que vous méritez la paix. Ah oui, là c'est différent. Carrément. Le pardon n'est plus un acte de soumission, mais un acte de libération personnelle, presque égoïste,
mais dans le bon sens du terme. On décide de ne plus laisser le passé dicter notre état émotionnel présent. Et ça s'applique aussi à soi-même, j'imagine. Absolument. C'est crucial. Se pardonner ses erreurs, ses échecs. Le livre est très clair là-dessus. Ce n'est pas un interrupteur, tu vois qu'on bascule un jour et c'est fini. C'est un processus. C'est une pratique, un muscle à entraîner. C'est comme retirer une petite écharde de son cœur chaque jour, petit à petit, jusqu'à ce que la plaie puisse enfin cicatriser. D'accord, donc on a fait de la place, le terrain est déblayé, on se sent plus léger, mais peut-être aussi un peu vide. La question logique, c'est, on remplit cet espace avec quoi maintenant? Exactement. Et c'est la troisième phase, la construction. On bâtit de nouvelles fondations. Et là, le livre est formel. La transformation durable, elle ne vient pas d'un grand coup d'éclat qui dure 2 jours. Non. Elle vient de la discipline et de la répétition de petites actions. C'est tout le pouvoir des rituels. L'auteur va même jusqu'à parler de routines sacrées. Sacré, le mot est fort. Une routine, on a souvent l'image d'un truc un peu rigide. Une prison, non? Est-ce que ça risque pas de nous enfermer à nouveau? C'est tout le paradoxe. Cette routine, ce n'est pas une prison, mais une structure qui libère. C'est le treillis sur lequel on fait pousser les nouvelles habitudes. En rendant certaines actions automatiques, on libère de l'énergie mentale. D'accord, je vois. Et le mot sacré, ça veut juste dire que ce temps pour soi devient non négociable. C'est le premier rendez-vous de la journée, le plus important. Et il met un accent particulier sur la routine du matin. Oui, avec des exemples très concrets. Se réveiller un peu plus tôt, pas pour travailler plus, mais pour avoir du temps pour soi avant le chaos du monde. Hmm, Utiliser les 30 premières minutes pour méditer, écrire ses objectifs, lire quelques pages. Et il y a cette pratique toute simple, la gratitude. Notez chaque matin 3 choses, même toutes petites, pour lesquelles on est reconnaissant. ça peut paraître un peu cliché, mais Oui, on l'a beaucoup entendu. Mais l'idée derrière, c'est de reprogrammer son cerveau à chercher le positif, à voir ce qu'on a plutôt que ce qui nous manque. c'est ça. Et ce qui est puissant, c'est de voir que tout est lié. Essayer de bâtir une routine de gratitude sans avoir travaillé sur le pardon, c'est comme mettre de la peinture fraîche sur un mur moisi. Ça tiendra pas. Bien vu. Ces petits rituels, ce sont des ancres. Quand la tempête de la vie se lève, et elle se lèvera, ce sont ces petites habitudes qui nous maintiennent stables, qui nous rappellent chaque jour qui on a décidé d'être. Et cette idée de décider qui on veut être, ça nous amène à un des passages les plus forts du résumé. Une phrase qui, au premier abord, peut sonner comme un coup de poing. Je vois de laquelle tu parles. Personne ne viendra vous sauver. C'est incroyablement dur à entendre, non? Voire culpabilisant pour quelqu'un qui est déjà à terre. Oui, sortie de son contexte, la phrase est brutale. C'est une excellente question. Mais dans la philosophie du livre, elle est présentée comme la clé de la libération. Comment ça? Ce n'est pas une accusation, c'est une prise de conscience. C'est la fin du rôle de la victime. Tant qu'on attend un sauveur, un nouveau job, un partenaire, un coup de chance, on donne le pouvoir à l'extérieur. On est passif. On subit. Voilà. Accepter que personne ne viendra, c'est reprendre les commandes. Le passé peut expliquer pourquoi on est tombé, mais cette phrase nous dit que c'est à nous et à nous seuls de décider de se relever. Le pouvoir passe de l'extérieur à l'intérieur. Et ça se connecte à une autre idée que j'ai bien aimée. Soyez le leader que vous cherchiez. On pense souvent qu'un leader, c'est quelqu'un qui guide les autres, mais là, il s'agit de se guider soi-même. Mais ça sonne un peu grandiose. Ça se traduit comment au quotidien? C'est beaucoup plus simple que ça en a l'air, en fait. Être son propre leader, c'est pas faire des discours devant le miroir. D'accord? C'est le courage de prendre des micro-décisions alignées avec la personne qu'on veut devenir. Choisir de se coucher plus tôt au lieu de scroller sur son téléphone. Choisir de se parler avec bienveillance après un échec. Choisir de dire non à une invitation qui nous draine. Chaque petit choix est un acte de leadership personnel. Chaque oui à soi renforce notre pouvoir intérieur. D'accord. Mais est-ce que cette idée de responsabilité totale et de leadership de soi nous met pas une pression folle? La pression d'être parfait, de ne jamais échouer. Tu mets le doigt sur le piège principal de ce genre de démarche. Et c'est le dernier grand thème du livre, la philosophie du voyage. Le résumé critique, très justement, cette culture de la perfection, cette illusion du succès sans faille qu'on voit partout. Sur les réseaux surtout. Partout. La réalité, c'est que la reconstruction, c'est un chantier. Et sur un chantier, il y a de la boue, des erreurs, des trucs à refaire. Le but n'est pas la perfection. C'est le progrès, c'est l'authenticité. Il y a une citation dans le résumé qui m'a vraiment marqué à ce sujet.
Après une défaite, vous ne repartez pas de zéro, mais de l'expérience. Ah, mais ça change tout. Complètement. L'échec n'est plus une fin. Exactement. L'échec devient une information, une donnée précieuse qui nous dit OK, cette approche ne fonctionne pas pour toi et c'est autre chose. C'est un ajustement, pas une condamnation. On apprend en fait. On apprend, on devient plus sage, on se connaît mieux. Tu ne peux pas construire une maison solide sans savoir quels matériaux sont fragiles. C'est pareil pour soi. Les défaites nous montrent nos fragilités, pas pour nous y complaire, mais pour apprendre à les renforcer. Et ça nous amène à l'invitation finale de l'auteur, qui est presque un rappel à l'ordre, plein de bienveillance. Ne pas oublier de profiter du voyage. Ah oui, c'est tellement facile de l'oublier. On peut être tellement obsédé par l'objectif, la maison finie, la vie parfaite, qu'on oublie de vivre pendant les travaux. On passe notre temps à courir vers une ligne d'arrivée imaginaire en se disant « je serai heureux quand ». Mais la vie, c'est pas la destination, ce sont les milliers de pas sur le chemin. C'est le processus. Oui, bien sûr. C'est la vue qu'on a depuis l'échafaudage, la satisfaction de poser une brique correctement. Le résumé se termine sur cette idée qu'on est un projet en cours de développement. Le succès ultime, c'est pas d'être un produit fini sans défaut, mais d'être un projet vivant, qui évolue et qui est de plus en plus vrai. Si on synthétise ce parcours, c'est pas une simple liste de conseils, c'est une vraie feuille de route. Ça commence par le courage d'écouter sa voix dans le silence. Puis le travail, parfois dur, de nettoyer le passé. Ensuite, la discipline de construire jour après jour de nouvelles fondations avec des rituels. C'est ça. Vient cette prise de pouvoir radicale où on devient son propre héros. Et enfin, la sagesse d'accepter que le chemin, c'est la destination. C'est une invitation à faire de soi le projet le plus important de sa vie. Absolument. Et le message final, je crois, c'est que la plus grande construction qu'on puisse entreprendre, c'est soi-même. C'est un chantier qui n'est jamais vraiment terminé parce qu'il grandit et évolue avec nous. Chaque jour est une nouvelle opportunité de poser une pierre, de réparer une fissure ou simplement d'admirer le travail déjà fait. Pour finir, le résumé se conclut sur une question: est-ce la fin ou le début? Et en y réfléchissant, ça m'amène à une dernière pensée, une question à laisser infuser. Je t'écoute. Et si la question la plus importante n'était finalement pas qui je suis, une question un peu tournée vers le passé, vers quelque chose de figé, mais plutôt qui est-ce que je choisis de devenir aujourd'hui?